Souvenez-vous, en 2010, Nissan débarquait avec sa première génération de Leaf, la première voiture électrique produite en grande série. On ne parle pas bien sûr des anciennes Saxo électriques, 106 électriques, qui étaient vraiment d'ancienne génération, on va dire. Donc la première génération de Leaf, c'était la première voiture électrique qui avait un tant soit peu d'autonomie, qui était utilisable vraiment au quotidien. Et bien en 2025, Nissan revient avec la troisième génération. Cette fois-ci, ça n'est plus une berline compacte, c'est un petit crossover. Une fois n'est pas coutume, ses dimensions rétrécissent, puisqu'on passe de 4,48 m pour la deuxième génération à 4,35 m pour cette dernière génération, mais vous le verrez tout à l'heure, à l'intérieur et dans le coffre, ça ne change rien, c'est même un petit peu mieux qu'auparavant. Alors on va faire le tour de cette voiture, on va l'essayer bien sûr, on va vous donner toutes nos impressions à la fin de cet essai. Déjà je peux vous dire qu'esthétiquement il y a quand même une certaine filiation avec le grand frère, l'Ariya. Et c'est surtout sur cette face avant, je vous le disais, que la filiation avec le grand frère Ariya se voit. Surtout au niveau de ce masque, cette signature lumineuse au niveau des optiques en forme de V que l'on retrouve de chaque côté de la voiture. Une calandre qui est pleine et ce côté un peu surélevé. C'est ça qui en fait un crossover avec un capot qui est situé assez haut, assez plat. Et puis on retrouve quelques autres caractéristiques de crossover sur le profil. Regardez par exemple les grandes jantes de 19 pouces sur notre finition ici haut de gamme, les protections de carrosserie, une ceinture de caisse qui est située très haut. On voit au passage que les poignées ici sont rétractables. Et puis on a aussi les petites barres de toit et tout ça, ça lui donne son petit look de crossover. Alors je vous le disais, au niveau du gabarit, elle rétrécit, 4,35 m, 4,48 m. La hauteur, elle, est à peine supérieure à la précédente génération puisqu'on est à 1,55 m au lieu d'1,54 m. Et enfin, à l'arrière, on retrouve une lunette très inclinée, 17 degrés précisément, qui vient mourir sur une petite queue de canard, vous le voyez, ce qui améliore l'aérodynamique et c'est l'occasion pour moi de vous en parler. Le CX de cette auto est de 0,25, c'est un chiffre assez intéressant, même si chez la concurrence on trouve un petit peu mieux, le Tesla Model Y par exemple, c'est 0,22 aujourd'hui. Alors les feux, eux, sont reliés par un grand bandeau noir dont on vous a déjà parlé sur Caradisiac parce qu'on ne savait pas si les versions d'entrée de gamme ou de haut de gamme auraient ce même bandeau noir. Et bien finalement, toutes les Leaf de troisième génération l'auront. Et la signature lumineuse de ces feux arrière cache une petite signification puisque nous avons ici 2 traits et 2 en japonais, ça se dit Ni. Et nous avons ici 3 traits et 3 en japonais, ça se dit San. Donc en fait, nous avons Ni, San. Même si Nissan, ça ne veut pas dire 23 en japonais. À l'intérieur de cette dernière Leaf, on a une ambiance beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée que dans la précédente génération. Regardez, on a 2 écrans de 14 pouces de diagonale, ils sont assez grands, 100% numérique. Celui pour le multimédia est tactile, évidemment. On peut tout contrôler avec le volant ou avec la voix. Et ce système est un système Google, puisque c'est quand même l'alliance Renault-Nissan. Renault utilise Google et donc Nissan aujourd'hui utilise aussi un système sur base Google avec un planificateur de trajet, avec la possibilité de télécharger des applications sur le store, avec Google Maps évidemment, et un système qui est assez fluide, assez ergonomique, facile à utiliser, et ça c'est plutôt bien. En termes d'ambiance, c'est assez zen, moi j'aime assez, on a quand même des matériaux clairs, regardez, qui traversent la planche de bord et qui sont sur le haut des contreportes, avec un petit tissu moussé qui est assez agréable. La partie qui est devant le passager ici n'est pas moussée, mais c'est pelliculé, recouvert d'un matériau qui ressemble un petit peu au cuir. C'est assez flatteur à l'œil. Pour ce qui est du haut de la planche de bord, c'est du plastique dur. Et par contre, là où on pose ses coudes, c'est vraiment très très moelleux, bien moussé, que ce soit sur les contreportes ou sur l'accoudoir qui lui malheureusement, alors oui, il cache un rangement, mais il est fixe, on ne peut pas l'avancer ou le reculer. On a aussi un petit anachronisme dans cet habitacle, c'est la commande de marche avant, marche arrière. Regardez les petits boutons ici, on se croirait directement revenu aux années 90. Alors pas mal de rangements quand même, on a ici 2 grands porte-gobelets, la possibilité de mettre son téléphone ici dans un petit emplacement. On a une boîte à gants, on en a une seconde qui est ici, voilà, et qui est assez profonde. Regardez, je peux y mettre ma main en entier. Et on a des bacs de portière qui permettent de mettre plusieurs petites bouteilles, voire une grande bouteille d'1,5 litre.
Pour une voiture de 4,35 m, les passagers à l'arrière bénéficient d'une certaine aisance. Regardez, pour mes genoux, j'ai quand même pas mal de place. Siège réglé pour ma taille, évidemment. Au niveau de la tête, ça va aussi. Effectivement, quand on va mesurer plus d'1,85 m, ce sera plus compliqué. Et on a l'avantage aussi, puisqu'on est dans une voiture électrique et que les batteries sont sous le plancher, de ne pas avoir de tunnel de servitude. Et donc, ça permet au troisième passager d'avoir la place pour mettre ses pieds. Par contre, je note que c'est assez compliqué de placer ses chaussures sous les sièges à l'avant. Bon, c'est un petit défaut. Par contre, on notera qu'on bénéficie de prises USB pour recharger ses appareils électroniques et qu'on peut aussi moduler sa ventilation avec cette bouche de sortie. Et je vous le disais, malgré la diminution de la longueur de 13 cm, le volume de coffre, lui, est très légèrement supérieur puisqu'on passe de 435 litres avec la deuxième génération de Leaf à 437 litres. On gagne 2 litres. Et ce coffre est assez pratique puisqu'il dispose d'un plancher en 2 parties d'ailleurs séparées qui permet de moduler un petit peu son volume, éventuellement de mettre un sac à main sous ce plancher pour qu'il ne soit pas visible, et quand il est en position haute, d'avoir un plancher plat quand on rabat la banquette arrière. Et la manipulation est assez facile. En matière d'équipement, la Leaf propose un package séduisant, y compris en entrée de gamme. En effet, la finition Engage dispose déjà de tous les systèmes de sécurité passive et active obligatoires, comme la lecture des panneaux, l'aide au freinage d'urgence avec détection d'obstacles ou l'alerte de somnolence. Elle dispose aussi de 2 écrans numériques de 12,3 pouces, de la caméra 360 degrés pour le parking, de la conduite autonome de niveau 2, des palettes au volant pour régler la régénération au lever de pied et du mode One Pedal. La finition Engage Plus ajoute les services connectés de Google sur des écrans qui passent à 14,3 pouces et le planificateur d'itinéraire. La finition Advance offre quant à elle le toit panoramique opacifiant, le haillon électrique, l'affichage tête haute et les sièges avant et volants chauffants. Enfin, le haut de gamme Evolve vous gratifiera du système audio Bose, des sièges avant électriques avec fonction massage et de la sellerie en simili-cuir. Et nous avons pris le volant de cette dernière Leaf. Il faut signaler qu'elle est basée sur la même plateforme que la Mégane électrique par exemple, ou que le Scénic électrique, c'est la plateforme CMF EV de l'Alliance Renault-Nissan. Mais on remarque tout de suite que cette Leaf est réglée beaucoup plus confortable que la Mégane. Ça va être même sa caractéristique principale, c'est une voiture extrêmement douce, extrêmement souple. Les suspensions sont réglées pas fermes du tout. Alors bien sûr, ça oblitère un petit peu le dynamisme de conduite, mais franchement, c'est quand même correct en termes de dynamisme, mais elle filtre tout, que ce soit les dos d'âne, les grosses compressions, les trous, les bosses. C'est vraiment très agréable. Et en plus d'être confortable au niveau des suspensions, cette Leaf est aussi très bien insonorisée. Donc on a un confort auditif qui est assez élevé. Les bruits de la route sont bien filtrés, les bruits de roulement sont bien filtrés, on entend très peu la machine électrique. Et on a seulement quelques bruits d'air qui apparaissent sur autoroute, c'est autour de 115-120, mais vraiment il n'y a rien de rédhibitoire. Rien à signer non plus au niveau de la direction, alors c'est pas la plus précise du monde, mais elle est correcte. Au niveau du freinage, c'est facile à doser. Et il faut signaler qu'on a 4 niveaux de régénération qui sont sélectionnables via des palettes au volant. On a même un mode automatique que l'on peut activer et qui se charge de freiner tout seul quand on s'approche d'un rond-point ou d'un gros virage ou que des voitures freinent devant. Mais on a remarqué quand même que ce mode-là, il a tendance à planter les freins un petit peu au dernier moment. Et moi, mon conseil, c'est plutôt d'utiliser les palettes au volant et de gérer ça soi-même. Ce sera mieux. Enfin, petit grief, il y en a 2. Il y en a un, c'est au niveau des performances, puisqu'avec quand même 218 chevaux et 355 Nm sur le modèle qu'on essaye aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger en termes d'accélération. Alors, ça ira très bien dans la plupart des situations de conduite, on est d'accord, mais par rapport aux chiffres, c'est un petit peu décevant. Et ensuite, la consommation, malheureusement, Nissan annonce 13,8 kWh en moyenne WLTP. On a constaté sur notre trajet 16,6 kWh, alors pourtant qu'on n'a pas pris beaucoup d'autoroutes, ou en tout cas pas très vite, beaucoup de routes secondaires, un petit peu de ville, donc je m'attendais à un chiffre quand même plus bas. Et donc, avec cette consommation-là, on n'atteindra même pas les 500 km d'autonomie, alors que Nissan annonce 622 km d'autonomie maximum avec cette grosse batterie. Je signale d'ailleurs à cet effet que on a 2 choix de batterie sur cette voiture. La grosse, 75 kWh de capacité, donc 622 km maximum. Il y a aussi une petite batterie de 52 kWh de capacité qui, elle, propose une autonomie supérieure à 440 km et qui est accouplée à un moteur un petit peu moins puissant puisqu'il fait 177 chevaux.
Je ne pouvais pas conclure cet essai sans vous parler du fait que cette dernière génération de Leaf résout son principal problème qui était d'avoir une prise CHAdeMO. Et bien désormais, regardez, nous avons un combo CCS qui permet d'utiliser toutes les bornes de charge rapide de France et d'Europe. Et d'ailleurs, cette vitesse de charge, ce sera pour la petite batterie 105 kW de puissance et pour la grosse batterie jusqu'à 150 kW de puissance, qui permet de récupérer de 20 à 80% de la batterie en moins de 30 minutes. Et pour conclure véritablement l'essai de cette Leaf, on peut dire qu'elle a quand même des qualités pour elle. Esthétiquement, elle peut plaire, bien sûr. Elle est aussi bien équipée. Tout aussi habitable que la précédente génération malgré la réduction de sa taille et les autonomies annoncées. Alors pas vérifiées effectivement dans la vraie vie, mais en tout cas elles sont bien supérieures à la précédente génération. Ce qui nous manque pour avoir un avis définitif sur cette voiture, ce sont ses prix. On a seulement le prix de l'entrée de gamme, avec donc la petite batterie et le plus petit niveau d'équipement. Ce sera à partir de 36 000 €. C'est plutôt bien placé, sachant qu'une Renault Mégane équivalente, avec une batterie de 60 kWh, débute, elle, à 38 000 €, soit 2 000 € plus cher. Donc cette Nissan Leaf peut avoir des ambitions sur le marché français. Et d'ailleurs, les dirigeants de la marque nous disent qu'ils veulent la placer carrément dans le top 3 de la catégorie des véhicules électriques.